Un grand temps consacré à la Russie au lendemain de la réélection de Vladimir Poutine, réélection qualifiée par l'opposition de farce électorale. Avec nous, Françoise Dossé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes directrice d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et membre du Centre d'études des mondes russes, caucasiens et centre européen, le CERSEC. Avec nous également Cécile Vessier, bienvenue également. Vous êtes professeur des universités en études russes, soviétiques et post-soviétiques à l'université Rennes 2 en Bretagne, dans l'ouest de la France. On va commencer tout simplement par une réaction. Françoise Dossé, première réélection, je dis bien première réélection de Vladimir Poutine depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Selon vous, quel est le fait notable ? Alors il faut bien redire à nouveau que ces élections sont complètement fabriquées sous contrôle administratif. Donc on ne peut pas les considérer comme une expression des souhaits politiques de la population, puisqu'il n'y a pas d'espace d'expression en Russie actuellement. Le fait notable, c'est peut-être le chiffre, 87%, extrêmement élevé, qui est en fait un signal envoyé à la fois sur la scène internationale pour réaffirmer au fond la position de Vladimir Poutine face à ses interlocuteurs et en politique intérieure, pour réaffirmer son contrôle absolu sur la scène politique intérieure. Et ce n'est pas une surprise, les États-Unis dénoncent un procédé incroyablement antidémocratique. Si vous deviez retenir un fait, quel serait-il? Plus haut score en effet, et qu'est-ce que ça dit? Moi, je dirais que ce score ne dit strictement rien. Ce score a été décidé. On savait déjà depuis un petit moment que le chiffre qui circulait, c'était 85%. Ça allait sans doute... Et pas du tout, je dirais, en analysant ce que pensait la population russe, mais on sait que c'est un score qui a été fixé comme objectif c'est ce qu'on appelle les ressources administratives, aux gens qui sont sur le terrain, aux gouverneurs, aux présidents de République, en leur disant vous devez atteindre ce chiffre, ce pourcentage par tous les moyens. Vous bourrez les urnes, vous faites voter 45 fois, vous faites toute la propagande que vous voulez, on veut ce chiffre. Donc pour moi, ce chiffre ne signifie rien, si ce n'est que la Russie, depuis très longtemps, n'est plus une démocratie, en tout cas depuis plusieurs années, n'est plus une démocratie, et l'est de moins en moins. Il n'y avait pas d'observateurs d'habitude, il y a des observateurs de l'OSCE? Non, il n'y avait pas d'observateurs de l'OSCE, il y a eu des... Alors là aussi, c'est révélateur, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il y a eu des observateurs, y compris occidentaux. Il y a eu des Africains aussi, il y avait des occidentaux, et par exemple, en France, le Rassemblement national, qui se fait toujours une joie d'y aller et de dire que c'est vraiment très démocratique à toutes les élections russes, là, ils n'ont même pas voulu y aller. C'est-à-dire alors je regardais qui on avait Emery de Montesquieu, qui a déjà eu les mains prises dans les affaires avec le Kazakhstan, des histoires de corruption, etc. Un autre qui a fait du négationnisme. Donc, si vous voulez, on a toutes sortes de gens pas très fréquentables qui sont allés trouver, je dirais, un peu n'importe où pour dire, regardez, on trouve des Occidentaux et bien sûr des gens du Sud global, comme on dit maintenant, pour dire que ce sont des élections démocratiques. Non, ce ne sont pas des élections démocratiques. Et vous parlez du Sud global, il y a l'Inde qui a félicité Vladimir Poutine notamment, il y a aussi la Corée du Nord il y a quelques minutes. Françoise Dossé, vous avez écouté attentivement Vladimir Poutine. Que retenez-vous de son discours? On va décliner un peu, puisque pour la première fois il a prononcé le nom d'Alexeï Navalny, on va y venir. Qu'est-ce que vous retenez sur ce qu'il compte faire pour les Russes avant tout? Alors je pense qu'il faut quand même aussi revenir sur le déroulement du scrutin avant de commenter les propos de Vladimir Poutine, pour rappeler dans quelles frontières s'est déroulé ce scrutin. Parce que c'est bien l'un des enjeux, en fait, c'est où passent les frontières aujourd'hui de la Russie. Et au fond, organiser cette élection présidentielle, enfin cette soi-disant élection, c'était aussi affirmer la présence de la Russie sur un territoire qui est plus vaste que le sien. Et donc c'est tout le problème des zones occupées et de la Crimée. Évidemment, où ont été organiser ces élections complètement falsifiées avec des taux là aussi complètement aberrants. Donc au fond c'est une démonstration de cette politique d'agression massive à l'encontre de l'Ukraine, et qui est à nouveau réaffirmée dans ce discours de Vladimir Poutine, dont on voit bien qu'il n'y a aucune ouverture pour aller vers une solution de paix. Donc je crois que c'est ça qu'il faut... Alors pour être précis quand même, sur la France, ce sont ses propos, je le cite, il a répondu à Emmanuel Macron, il a laissé la porte ouverte. Alors d'abord, il a dit qu'Emmanuel Macron, sans le citer bien entendu, agissait ainsi pour des raisons de politique intérieure, mais il dit aussi en clair que la France peut encore jouer un poids dans ce conflit. Sous-entendu quoi? Elle peut encore
peser pour des négociations? Je crois que M. Poutine a beaucoup aimé quand M. Macron allait le voir, essayer de le convaincre, lui téléphoner, etc. Je veux dire, on était quand même un petit peu la risée de toute l'Europe centrale et orientale qui disait mais combien de temps ça va durer ces espèces de pseudo-coups de téléphone. Bon, Monsieur Poutine dit ce qu'il veut. On ne peut malheureusement pas croire un seul mot de ce que dit M. Poutine. Il n'est pas prêt à négocier. C'est faux. Si vous voulez, s'il avait voulu négocier sur des choses, on pouvait négocier avant qu'il bombarde toute une partie de l'Ukraine. Il n'est pas prêt à négocier. Alors, il nourrit un petit peu ceux qui, en France, par exemple, vont ensuite dire « Ah mais si, regardez, il faut négocier. Ah bah oui, il faut simplement que l'Ukraine donne la moitié de son territoire et tout ira bien. » Donc non, je pense que ce sont des paroles qui n'ont pas de sens. Il dit d'ailleurs la Russie progresse lentement, nous avançons lentement, mais progressivement. C'est quoi, selon vous, l'objectif de guerre? C'est de juste s'arrêter au Donbass ou d'aller plus loin? Si vous voulez, là, on est dans une logique qui est bien expliquée par les Ukrainiens, notamment, dans une logique impériale. C'est-à-dire qu'on a un régime autoritaire, à visée impériale ou coloniale, si vous voulez, qui vise à reconstituer un territoire mythique qui n'a pas de qui n'a pas lieu d'être, en grignotant des territoires aux dépens de ses voisins pour reconstituer alors une Russie impériale dont on ne connaît pas les limites. Et c'est bien ce que dit Vladimir Poutine très souvent, la Russie n'a pas de limites, n'a pas de frontières. Et c'est bien cette politique expansionniste qui est extrêmement préoccupante. Oui, il aurait dit un jour à Jacques Chirac, la Russie est un océan ou un pays-continent océan, donc ça va, ça vient, les frontières. J'aimerais quand même vous entendre sur une chose. Est-ce que les sanctions occidentales ne sont pas quelque part contre-productives? Vous l'avez dit, ce scrutin n'en est pas un. Mais est-ce que, comme tout pays sanctionné, finalement, ça ne sert pas le régime en place? C'est une vraie question, ça, sur fond de guerre. Non, je pense que les sanctions ont une vraie utilité. Bon, on a fait un pari, on a, je dirais, d'une certaine manière, incité l'entourage de Poutine, qui perd énormément avec ces sanctions, à se désolidariser. Il n'a pas souhaité le faire, cet entourage. C'est-à-dire que qui est-ce qui perd le plus avec les sanctions? Ce sont par exemple les oligarques, tous ceux qui avaient des villas sur la Côte d'Azur et qui envoyaient leurs enfants aux États-Unis faire des études. Donc ils perdent énormément. Donc les sanctions qui sont venues de manière tout à fait progressive, par étapes, avaient aussi pour but de dire attention, vous passez les lignes, et est-ce que justement ces gens-là vont se rendre compte qu'ils sont en train de rompre avec l'Europe. Bon, ça, sur ce plan, ça n'a pas marché. Sur le plan économique, oui, bien sûr que la Russie est touchée. Des augmentations d'impôts sur le plan intérieur, que prévoit Vladimir Poutine pour l'effort de guerre? Alors d'abord, il faut dire que la situation économique et politique est extrêmement opaque en Russie. C'est-à-dire qu'on a très peu de chiffres. Macroéconomiquement, même le FMI dit que ça va. Mais voilà, c'est très difficile à savoir. On a aussi le sentiment que ça va relativement parce que l'effort de guerre est intense. C'est-à-dire que les ressources partent pour l'armée, pour la guerre, pour la production d'armes. Et ça risque de se faire au bout d'un moment au détriment des besoins de la population dans un pays où en fait il n'y a pas réellement d'industrie de production. C'est-à-dire c'est un pays qui vit essentiellement de ses ressources naturelles, des exportations du gaz et du pétrole, et dont on peut penser que les ressources tirées de ces matières naturelles vont aller de plus en plus vers cet effort de guerre au détriment de la population. Donc on le voit bien aussi avec les compensations qui sont versées aux familles des soldats tués sur le front, c'est-à-dire qu'on achète au fond leur passivité en versant des sommes d'argent contre le décès d'un proche. Donc c'est ça l'économie russe, c'est des usages des ressources au service des buts de guerre, avec à venir probablement une dégradation du niveau de vie dans la société. Alors je parle sous votre contrôle. Pour la première fois, ou en tout cas c'est rarissime, Vladimir Poutine a prononcé le nom de Navalny. Oui. Il a fait part de tristesse, il l'a dit. Il a aussi évoqué cet accord qui était prévu. Et il a dit que le défunt, mort en prison en Sibérie, était d'accord avec cet accord pour un échange de prisonniers occidentaux. Comment recevez-vous ces paroles? Alors, vous ne le croyez pas, on a compris, mais qu'est-ce que ça nous dit tout de même? Non, c'est quelque chose qui avait déjà été annoncé par l'équipe de Navalny il y a une quinzaine de jours, ou un peu plus juste après sa mort.
en disant on était en train de négocier. Vous savez, à l'époque de la dissidence, ça se faisait beaucoup, des échanges Boukowski contre le chef d'un parti communiste sud-américain, etc. Donc c'était un petit peu la même chose, soi-disant. Ils étaient soi-disant en train de négocier un accord contre quelqu'un dont il a été démontré contre un Russe dont il a été démontré qu'il avait tué à Berlin un opposant. Et soi-disant, tout le monde était d'accord. Et pour l'équipe de Navalny, alors je ne sais pas qui a raison, pour l'équipe de Navalny, Poutine aurait décidé de faire tuer Navalny à ce moment en disant maintenant que les Occidentaux sont allés très loin dans les négociations, ils accepteront d'échanger notre prisonnier contre n'importe qui d'autre. Là, ce n'est pas ce qu'il a dit. Lui, ce qu'il a dit de manière épouvantablement cynique. Il a dit, donc, j'avais donné mon accord avant même que la personne me proposant cet accord ait terminé de parler. Et M. Navalny est mort. C'est la vie. Il a dit que c'est la vie, ça se passe comme ça. Il a aussi dit qu'il y avait une condition, il reconnaît qu'il ne revienne jamais. Qu'il ne revienne jamais. Ouais. C'était concevable, ça, de la part d'Alexei Navalny, qui est revenu en Russie plus d'une fois. Voilà, alors je pense qu'il faut faire un petit retour en arrière, qui est effectivement ce que les persécutions contre Alexei Navalny depuis le début des années 2010, les procès successifs contre lui, la tentative d'empoisonnement quand même de 2020. Donc entendre parler de la tristesse. On voit d'ailleurs une fois l'empoisonnement au Novichok réalisé. Oui. Entendre parler de la tristesse de Vladimir Poutine aujourd'hui, évidemment, ça n'a aucun sens. Quand on voit ce qu'il a fait subir. Mais pourquoi il le dit alors du cynisme. C'est du cynisme, voilà, c'est une forme de... Exactement, voilà, c'est complètement cynique. C'est aussi peut-être une façon de s'adresser à ceux qui, dans la population, on peut marquer une forme de compassion à l'égard du destin d'Alexei Navalny. Ils sont allés se recueillir sur sa tombe. Mais voilà, c'est vraiment une forme de... Son épouse a coupé ses racines russes, déclare aujourd'hui le Kremlin. Ses racines, elle les a, et son identité russe, elle l'a, et je dirais... Mais là encore, c'est pas dit au hasard, ça s'adresse à qui? C'est pour dire que l'opposition n'est pas patriote? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais vous savez, je voudrais revenir sur pourquoi il dit ça. Et je pense qu'en fait, c'est quelque chose de très, très important, parce que je pense pas qu'il s'adresse particulièrement, parce que les gens qui compatissent avec la mort d'Alexei Navalny ont la même réaction que nous, c'est du cynisme. Je pense que c'est une façon de dire, j'essaie de vous le formuler en termes polis, je peux tout me permettre. Et je peux vous narguer complètement. Et c'est la même attitude qu'il a quand il dit « je peux trouver un accord avec monsieur Macron, avec le président français ». C'est la même chose. Je peux vous mentir dans les yeux et vous n'oserez pas me dire que je suis en train de me ficher de vous, parce que c'est ça qu'il fait. Alors vous avez parlé du Sud global. Vladimir Poutine, dans son narratif, a fait passer l'invasion de l'Ukraine comme un acte de résistance à l'Occident et aux menaces de l'OTAN, notamment l'Alliance Atlantique. Qu'est-ce que ça change au fond aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a un écho dans les pays du Sud, sans bien entendu essentialiser, il y a un écho. Quelle peut être la suite à cela? Est-ce que la Russie peut s'enraciner et couper totalement avec l'Occident, alors qu'elle est européenne aussi? Alors, l'écho qui, effectivement, alors, c'est compliqué de parler du Sud global parce qu'on a tendance à englober sous une même catégorie très vaste des pays extrêmement différents. Donc, il faut se méfier de ce type de grande catégorie. On voit surtout que la Russie a une stratégie délibérée d'influence dans des pays qui présentent des faiblesses qui lui permettent de s'installer sur place. Donc, c'est ce qu'on voit dans certains pays d'Afrique, pas dans tous. C'est-à-dire que la Russie va jouer des difficultés locales, des problèmes économiques, des tensions sociales, des tensions militaires aussi dans certains pays pour s'imposer. Et je pense qu'il faut faire très attention à ne pas y voir un Sud global qui soutiendrait la Russie. C'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'il y a quand même des pays qui sont extrêmement prudents. Si on prend le Maroc, par exemple, je pense qu'ils font très attention à leur positionnement. Et donc, je pense qu'il faut vraiment déconstruire cette idée de Sud global qui sert beaucoup à Vladimir Poutine pour laisser penser qu'il a la moitié du monde derrière lui, ce qui est probablement tout à fait faux. En fait. Alors, il a 71 ans, il nous reste une petite minute. Il aura 72 ans en octobre prochain. Donc, quasiment 78. Du côté des États-Unis, c'est pas un problème. L'âge, on le sait, c'est pas du tout un pays qui est adressé aux États-Unis, mais il pourra se représenter. En théorie, il peut. Il a fait changer la Constitution, je dirais, pour vous dire le même cynisme et la même arrogance à l'égard de sa loi constitutionnelle, de sa principale loi. Il l'a fait changer en 2020 avec les mêmes falsifications qu'on a vues aux élections. Donc, en théorie, il peut se représenter en 2030 pour 6 ans
et donc il aura 80 et quelques printemps. Sinon, il y a Dmitri Medvedev. Non, Dmitri Medvedev, je pense que c'est vraiment l'espèce de marionnette qu'on sort de temps en temps, mais c'est pas du tout quelqu'un qui ressortira. On l'a juste utilisé pendant 4 ans parce qu'on savait qu'il ne resterait pas dans le fauteuil, quoi. Merci beaucoup Cécile Vessier et merci beaucoup Françoise Dossé d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Donc au lendemain de cette réélection avec plus de 87% des voix de Vladimir Poutine.